Bon, le VIH, c'est quelque chose qui est assez honteux, que le rapport soit oral, que le rapport soit anal, que le rapport soit vaginal. Effectivement, on peut avoir des rapports non protégés, même avec un porteur du VIH. Si c'est 35 000, le nombre réel est forcément plus élevé. Tu ne prends pas la peine de te dépister. Ça veut dire que tu n'es même pas conscient du fait que tu portes la maladie. Ça veut dire que tu es un transmetteur en série. Tu es un partageur du VIH en série. Peut-on mourir directement du VIH? Non, on ne peut pas mourir du VIH. L'abstinence, vraiment, je trouve que c'est surréaliste. Il y a des formes de VIH plus agressives que d'autres. Et entre généralement la phase du VIH et la phase du SIDA, on peut passer 5 à 10 ans sans voir de symptômes. On va encourager une relation monopartenariale. Donc, ceux qui ne... Tu dis au gars qu'il ne doit pas avoir plusieurs groupes. Là, il ne faut pas avoir plusieurs petites amies d'un point de vue sanitaire. Pour ceux qui ne peuvent pas, au moins, protégez-vous. Au moins, protégez-vous. Tu es encouragé l'infidélité, là. Non, je n'encourage pas l'infidélité. Tu as le virus, toi, tu ne le sais pas. Ça veut dire que tu es un créateur de vos cas. Moi, les plus suivants, des charlatanistes qui se placent là en haut et disent que bon, buvez ma potion, ça soigne le diabète, ça soigne le sida, ça soigne l'hypertension, etc. Ce sont des charlatans. Bon, le problème n'est pas la médecine traditionnelle. Le problème, c'est qui la pratique au final. Lorsqu'on a fait une circoncision, on est moins sujet à contracter les infections sexuellement transmissibles. Je pense que ce n'est pas la fréquence du rapport sexuel. Je pense que c'est la qualité du rapport sexuel. Donc, ce n'est pas un problème de quantité à ce niveau-là, c'est un problème de qualité. Si la femme est suffisamment mouillée, il y a moins de frottement. Ça réduit le risque, mais ça ne l'annule pas. Il y a aussi l'inconscience. Beaucoup se disent que, est-ce que l'homme a les choses là? Est-ce que l'on peut attraper ça? Chez nous, on ne tombe pas malade. Moi, depuis que je suis petit, je n'ai jamais eu, même la chose de piste, je n'ai jamais eu. Vous me parler du VIH en fonction de quoi? Le VIH se transmet par les moustiques, ça ne se transmet pas la salive. Et donc, les gens peuvent nous pleurer de ces sans crainte. Si tu devais changer de métier demain, ce serait lequel? Il y a deux options. Et soit je deviendrais informaticien, ce qui est plus réaliste, soit je deviendrais joueur professionnel de jeux vidéo. C'est bien dans mon pays, malheureusement. Plus réaliste. Ok, donc informaticien, tu as les bases en informatique. Pourquoi l'informatique? L'informatique, c'est plus comme depuis que je suis petit, une passion. En fait, je ne sais même pas si je suis particulièrement passionné par l'informatique, mais depuis que je suis petit, je suis passionné par les écrans, la technologie. Mes passions sont plus les jeux vidéo, les animés, la lecture, les mangas et tout ça. Donc, je suis un geek de base. Ce qui fait que les écrans, la technologie, tout ce qui est high-tech, tout ce qui est nouveauté m'intéresse particulièrement. Donc, je me dis que dans un autre contexte, j'aurais pu mieux m'épanouir dans l'informatique en général que dans une autre science. Après, j'aime beaucoup les sciences aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis dirigé vers la pharmacie qui est un choix un peu plus réaliste et apte à ma vie. Ok. Elle trouve que d'un scandale public, mais devenir riche après, ou bien vivre une vie modeste tout en restant distant. Vivre une vie modeste tout en restant. Donc, même si c'est pour devenir riche, tu n'es pas prêt à subir un scandale public. D'accord. Si tu pouvais choisir ton pays de naissance, Japon. Le Japon. Pas de langue patriotique, tout dit le Cameroun. Non. Ne plus jamais pouvoir dormir ou bien ne plus jamais pouvoir manger. Ne plus jamais dormir ou ne plus jamais pouvoir manger. Oui, tu choisis, tu peux faire quoi? Lequel est moins pire pour toi? Le fait de ne plus jamais pouvoir dormir ou bien ne plus jamais pouvoir manger? Je pense que ne plus jamais pouvoir dormir, c'est insupportable. C'est insupportable, n'est-ce pas? Perdre ton téléphone ou perdre ton portefeuille? En portefeuille. Le téléphone, c'est petit Mon téléphone coûte cher. Il n'y a pas ta carte d'identité, certains documents importants dans le portefeuille. Il n'y a pas de portefeuille. Non, c'est très facile. En fait, ça, c'est une question très facile pour toi. Si tu pouvais dîner avec une personne publique. Une personne publique Une personne publique, donc ça peut être une star, un footballeur, une personnalité politique. Bref, quelqu'un qui est connu. Quelqu'un qui est connu. Ah ouais, là, sur le coup, je vois pas trop, hein. Mais il n'y a pas de quelqu'un de connu qui t'inspire ou bien avec qui tu aimerais prendre un dîner? Non. C'est pas grave. Peut-être c'est plutôt avec toi que les gens aimeraient dîner. Si j'étais connu, j'aurais dit moi. Pas encore. Et pour finir, si on faisait un film sur ta vie, je pense que ce serait un drame, une comédie ou bien un shonen. Un drame, une comédie ou bien un shonen?
Je ne suis un peu trop parfait, un peu trop caduque. Je dirais plus une comédie. Je trouve ma vie est plutôt amusante. Ma vie est plutôt amusante, oui. Je la trouve pas particulièrement dramatique. Peut-être ça vient du fait que je ne me plains pas en général de ce qui m'arrive ou de comment je vis mon vie. D'accord. Salut à toi et bienvenue sur Joson d'abord. Je suis Kepse Franky et ici nous discutons principalement de mindset, d'africanité et bien d'autres. Donc si tu aimes ce genre de thématiques, n'hésite pas à t'abonner. Ça fait plaisir, ça permet de soutenir et en plus ça ne coûte rien. Aujourd'hui nous recevons le docteur Elongale César, docteur en pharmacie, qui va nous parler de l'actualité forte du côté de la santé actuellement au Cameroun. En effet, d'après le Comité national de lutte contre le sida, on a recensé 35 000 nouveaux cas de VIH-Sida au Cameroun. Et la question qu'aujourd'hui nous entretiennent autour de cette thématique, quelles sont les raisons qui peuvent expliquer de tels résultats, comment on peut s'en prévenir, qu'est-ce qu'il faut comprendre tout autour. Je ne vais pas perdre de temps, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok, merci. Je suis Kepse Franky, grand ingénieur informaticien et très bon ami à moi. Merci d'abord de m'avoir invité une fois de plus sur le plateau de Joson d'abord. Je suis très honoré d'être là une fois de plus aujourd'hui. Je dis déjà à l'avance bonjour à l'audience ou bonsoir. Je ne sais pas quelle en fonction de là laquelle ils verront la vidéo. Bon, voilà. Je suis le docteur Elongale César et je suis également pharmacien. Comme il a expliqué en amont, je suis ici aujourd'hui pour parler un peu de l'actualité relative aux 35 000 cas recensés vis-à-vis du VIH-Sida au Cameroun. Ok, excellent. Ça te fait quoi d'être de nouveau sur le plateau de Joson d'abord? Ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir d'être là aujourd'hui. De un, parce que j'aime beaucoup l'activité. De deux, ça me fait plaisir d'avoir été recontacté. Ça veut dire que la première activité a été plutôt positive. Positive pour moi, positive pour vous et possiblement également pour l'audience. C'est-à-dire par là, ceux qui ont pu regarder de près ou de loin l'interview ou l'échange qu'on a pu avoir. Ok. En tout cas, ne t'inquiète pas, nous on a beaucoup apprécié ta voix sur le plateau. Donc, c'était à peu près logique pour nous de te reconduire, surtout sur un sujet qui a trait à la santé. Et j'ai appris récemment que tu as passé le concours d'intégration à la fonction publique. Oui. Tu peux nous en dire quelque chose? Tu es content? Ouais, je suis content. Je suis plutôt content de cela et je leur ai dit que c'était ma chance. J'ai travaillé, j'ai réussi. Ok. Donc là, on va entrer directement dans le vif du sujet. Petite parenthèse, je te présente Caraminep, une marque de caramel que nous avons mise sur pied dans le but de valoriser le Made in Cameroun. Il s'agit d'une idée originale de cadeau pas cher à offrir à un proche. C'est intéressant comme apéritif des grandes cérémonies telles que des mariages, des anniversaires, des baptêmes. C'est seulement 1000 francs la boîte. Nous livrons partout dans la ville de Yaoundé avec possibilité d'expédier. N'hésite pas à passer ta commande. 35 000 nouveaux cas de VIH-Sida au Cameroun. Quand tu entends ces chiffres, qu'est-ce que ça t'inspire en tant que professionnel de la santé? En tant que professionnel de la santé, quand j'entends ces chiffres, ça me montre que il y a beaucoup de travail, mais ce n'est nécessairement pas encore assez. Autant au niveau de la sensibilisation qu'au niveau du dépistage. Parce que ce chiffre, ça reste beaucoup vis-à-vis d'un pays en développement tel que celui que nous sommes. Mais également, ce chiffre, ça reste probablement insuffisant. Car dans les 35 000 cas qu'on peut observer là, le chiffre original devrait normalement être supérieur. Car compte tenu des stigmatisations sociales, il se pourrait que beaucoup aient encore peur, beaucoup encore de mauvaises appréhensions vis-à-vis du dépistage. Bon, c'est ce que je peux dire vis-à-vis de cela. Maintenant, concernant les chiffres, je n'ai pas de réelles données relatives pour dire si c'est une amélioration ou alors si c'est mieux cette année qu'avant. Mais en ce qui concerne le nombre global, c'est l'information que je peux avoir. Donc, de ton impression, le nombre réel peut être plus grand? Pas peu. Si c'est 35 000, le nombre réel est forcément plus élevé. Car le plus gros combat, justement, dans cette activité-là, c'est le dépistage. C'est le dépistage, c'est-à-dire le recensement des cas. Beaucoup de gens ont peur d'aller, par exemple, se faire l'examen, se faire le test le test sérologique pour être sûr qu'effectivement, ils portent le virus ou pas. Okay. Beaucoup de gens ont cette crainte-là et ça, c'est aussi le travail aussi des professionnels de la santé, de sensibiliser à ce niveau-là, de telle sorte qu'ils puissent relativement être plus aptes à accepter que c'est quelque chose de plus ou moins normal.
Ça veut dire alors que ce chiffre, les 35 000, c'est un chiffre qui ne s'y prend pas beaucoup au niveau du nombre, quoi. Je ne dirais pas qu'il ne me surprend pas. Le nombre est élevé, mais comme je le disais tantôt, le combat est à deux niveaux. C'est-à-dire, il faut à la fois sensibiliser et il faut à la fois dépister. Donc, quand il dit sensibiliser, c'est dans le sens où il faut effectivement encourager toute population à prévenir ce qui concerne les infections à VIH, c'est-à-dire en se protégeant, en évitant les rapports sexuels non protégés, en évitant les contacts avec le sang contaminé, etc. Donc, cet aspect du combat-là nous montre en fait qu'il faut à la fois sensibiliser, mais également les cas que nous recevons, vu le chiffre tel qu'on le perçoit, montre que si certain nombre de populations peut être stigmatisé vis-à-vis de la faisabilité d'un test, le chiffre tel qu'on l'obtient là est forcément inférieur à la réalité qu'il devrait être. D'accord. Selon les chiffres du Comité national de lutte contre le sida, 67,7% des cas dépistés sont des femmes. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à interpréter derrière ce chiffre? 67,5%. Oui, 67,7% des cas sont des femmes. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier en faveur? Bon, je pense déjà que les femmes se font naturellement plus dépister que les hommes. Les femmes se font naturellement plus dépister que les hommes. Compte tenu de leur état, les femmes sont constamment confrontées aux états de grossesse. D'accord, les femmes ont constamment des pathologies qui nécessitent généralement des prélèvements. Les femmes sont constamment mises dans des contextes où le dépistage pourrait être fait plus efficacement, contrairement aux hommes. Ok, je vois. Donc, ça ne veut pas forcément dire que les femmes sont plus touchées, juste que les femmes sont celles qui sont plus enclines à se faire dépister. Exactement, oui. Ça ne veut pas forcément dire que les femmes sont plus touchées. Ça veut simplement dire que les femmes sont, du moins pas nécessairement. On ne peut pas radicaliser et dire que c'est ça, mais ça pourrait vouloir dire que les femmes se font simplement plus dépister que les hommes. Quelles sont les raisons principales qui expliquent ces 35 000 nouveaux cas? Bon, je pense que les raisons principales qui expliquent les 35 000 nouveaux cas, déjà, il faut parler de l'infection à VIH à proprement parler. On sait comment elle se contracte. Maintenant, les 35 000 nouveaux cas, je pense qu'il faudrait trancher principalement au niveau de la tranche d'âge. On se rend compte qu'au niveau de la tranche d'âge, dans les résultats tels qu'on les présente, les jeunes sont majoritairement plus touchés. Or, ces jeunes-là sont ceux qui pratiquent une activité sexuelle particulièrement régulière, qui sont beaucoup moins ordonnés dans leur vie sexuelle et qui sont plus à sensibiliser que les adultes ou les enfants en particulier. Donc le fait que peut-être il y a un laisser-aller au niveau de notre jeunesse pourrait expliquer le fait de cette augmentation-là au niveau de la découverte de nouveaux cas. Et certainement, 35 000 nouveaux cas, ça a un impact sur le plan économique. En termes de pression sur le système de santé, de possibilité de prise en charge de nouveaux cas, quel peut être l'impact? Est-ce que le plateau technique camerounais, le personnel de santé et tout est suffisamment équipé, a suffisamment de ressources pour prendre en charge efficacement 35 000 nouveaux cas à ton avis? Bon, compte tenu de cette question-là, je pense sincèrement que ce qu'on nous dit, les antirétroviraux normalement sont des médicaments qui sont gratuits au Cameroun. Donc il en va généralement de l'équilibre au niveau du budget propre au MinSanté pour savoir si effectivement cette prise en charge-là peut être faite. Ce n'est pas quelque chose qui dépend fondamentalement des malades en eux-mêmes. La prise en charge d'infection à VIH, du moins des patients vivant avec le VIH, est censée être gratuite au Cameroun. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter tout ça? Ce qu'on aurait pu faire pour éviter tout ça, c'est vraiment le top 1 des conseils qu'on pourrait donner à qui que ce soit, majoritairement lorsqu'on constate que les jeunes sont beaucoup plus touchés que, par exemple, les vieux ou que les enfants. On constate que la meilleure chose à faire, c'est de sensibiliser davantage, encourager les jeunes à se protéger lors des rapports sexuels, encourager les jeunes à ne pas avoir des relations sexuelles multipartenariales, encourager les jeunes à davantage se dépister pour être sûr qu'effectivement ils ne portent pas déjà le germe, etc. Donc ça reste plus un problème de sensibilisation, majoritairement au niveau des jeunes. D'accord. Comme on parle donc de VIH/SIDA, on va pas juste se restreindre à parler des 35 nouveaux cas. On va parler aussi du VIH de manière générale parce que
mieux comprendre cette pathologie, mieux comprendre les tenants, les aboutissants, ses causes, ses conséquences, les traitements et tout, ça peut permettre d'éviter à l'avenir autant de cas. Donc, là, on va parler du VIH en lui-même. En termes simples, qu'est-ce que le VIH fait exactement dans le corps? Donc, le VIH, normalement, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Lui, il arrive dans ton corps, étant donné que c'est un virus, c'est un parasite intracellulaire obligatoire. Son travail, normalement, à ce niveau-là, sera de se loger dans une cellule en particulier, dans des cellules en particulier. Des cellules en particulier dans l'organisme, précisément des cellules immunitaires, que c'est ce qu'on appelle des récepteurs CD4. Et le VIH, normalement, va se lier à ces récepteurs CD4-là pour entrer dans les cellules. Ces cellules immunitaires-là, de là à l'intérieur, il va détruire la machinerie cellulaire et ressortir plus fort et plus multiplié. Étant multiplié en fait. Donc ces cellules-là devant protéger le système immunitaire, lorsque le VIH va totalement ou du moins détruire la majorité de ces cellules-là, le patient va donc devenir immunodéprimé ou immunodéficitaire si tu peux faire. Et c'est là donc que les maladies opportunistes vont s'installer. On dit qu'il fait dans le syndrome de l'immunodéficience acquise. Alors en fait, le virus, il fragilise le système immunitaire. Le virus, normalement, il est juste là pour fragiliser le système immunitaire. Donc lui-même en soi n'est pas une maladie. Non, pas une maladie. Je vois. Quelle est la différence concrète entre être séropositif et avoir le sida? Apparemment, il y a une confusion qui est faite. Être séropositif signifie qu'on porte le virus de l'immunodéficience humaine. Faire le sida, avoir le sida ou faire le sida signifie qu'on a le syndrome de l'immunodéficience acquise. Le syndrome de l'immunodéficience acquise apparaît uniquement lorsque ton taux de CD4 arrive à un certain seuil. Lorsque c'est tellement bas que le système immunitaire ne peut plus réguler normalement les fonctions pour lesquelles il est conçu. Tu deviens donc sujet aux maladies opportunistes et là tu fais plein de maladies telles que la tuberculose, les infections bactériennes et j'en passe. Est-ce à dire que deux personnes peuvent avoir le VIH mais ne pas manifester les mêmes symptômes de maladie? Effectivement, oui. Tout dépend généralement de la charge virale. Si tu as le virus et que tu es sous traitement, ou que ta charge virale est indétectable ou pas assez forte, tu ne manifesteras pas les mêmes symptômes que quelqu'un qui n'a plus assez de CD4 ou que le virus a totalement rongé, entre guillemets, et qui lui fait maintenant le syndrome de l'immunodéficience acquise. Je vois. Et les maladies opportunistes dont tu parles, c'est des maladies très récurrentes, c'est-à-dire c'est des maladies qui reviennent très souvent dépendamment du patient, ou bien ça peut être vraiment une toute autre maladie qu'un porteur du VIH a, que peut-être on n'a pas eu à voir chez d'autres personnes. Non, généralement, ce sont des maladies assez récurrentes. Généralement, ce sont des maladies assez récurrentes. J'ai parlé tout à l'heure, par exemple, d'infections bactériennes graves ou de tuberculose. Généralement, ce sont ces choses-là. Donc, ça veut dire qu'en observant, parmi ces maladies qui reviennent souvent, on peut suspecter que quelqu'un serait porteur. Dans le cas où il a été diagnostiqué au VIH ou pour rien comme ça. Bon, disons pour rien comme ça. C'est-à-dire, si on observe que quelqu'un est régulièrement touché par cette maladie opportuniste, est-ce qu'on peut soupçonner, c'est-à-dire pour dire par exemple qu'il devrait peut-être aller faire le test? Oui, effectivement, si quelqu'un est constamment sujet aux maladies infectieuses, ça pourrait déjà être le signe d'une immunodépression et ça pourrait laisser penser qu'il faudrait au moins lui faire passer le test du VIH pour être sûr qu'effectivement ces maladies-là ne cachent pas autre chose. D'accord. Et combien de temps peut-on vivre avec le VIH sans le savoir? Bon, il faut savoir que le VIH, normalement, pour traiter du VIH à la maladie, on appelle le sida, il y a plusieurs phases. Et entre généralement la phase du VIH et la phase du sida, on peut passer 5 à 10 ans sans voir de symptômes. Ou en voyant même parfois quelques symptômes comme des légères fièvres, de la fatigue. Mais ce n'est que normalement lorsque le sida en lui-même se déclare, c'est-à-dire lorsque le taux de CD4 est vraiment particulièrement bas, que les maladies opportunistes commencent à s'installer de manière massive et qu'on commence à contracter. D'où l'importance généralement du dépistage une fois tous les ans, surtout pour ceux qui ont une activité sexuelle régulière ou alors multi-partenariale. Bon, c'est quand on se fait dépister porteur du VIH, on est déclaré séropositif, mais on n'est pas forcément, on ne manifeste pas encore forcément la maladie. Exactement, oui. Et est-ce qu'il y a des premiers signes, c'est-à-dire des signes que les gens peuvent observer, que nous ignorons souvent, mais qui peuvent nous parler?
Oui, comme je disais tantôt, généralement, le patient peut se sentir parfois, il a l'asthénie sévère, c'est-à-dire il peut se sentir parfois extrêmement fatigué à des moments sans aucune raison. Parfois, il pourra faire de la fièvre, parfois il aura des petits excès de toux, etc. Il y aura des petits signes comme ça, mais généralement, avant qu'on arrive à la phase du sida à proprement parler, on pourrait ne pas constater de maladies graves à proprement parler. Parce que toi, tu disais, c'est important généralement de se faire dépister. Un patient pourra avoir ces signes-là et se dire que dans il a juste la grippe, sans savoir que ce signe qu'il observe, ce syndrome pseudo-grippal qu'il est en train d'observer là, pourrait être le signe, par exemple, d'une primo-infection qui est en train d'évoluer vers le stade. Y a-t-il des formes de VIH plus agressives que d'autres? Effectivement, oui, il y a des formes de VIH plus agressives que d'autres. Puisque le VIH, normalement, c'est un virus qui est connu qui est particulièrement mutagène. Particulièrement mutagène, c'est-à-dire que il peut entrer dans une cellule avec un code génétique en particulier et il ressort de la cellule avec un code qui est différent. C'est très fréquent normalement avec le VIH. Mais l'avantage, c'est que vraiment la thérapie internationale, pour le moment, vraiment sur le plan général, est assez stable, peu importe le sérotype. Peut-on mourir directement du VIH? Non, on ne peut pas mourir du VIH. Donc, c'est toujours une maladie opportuniste. C'est une maladie opportuniste qui finit généralement par terrasser le patient qui est porteur du germe lorsqu'il est déjà en la phase sida. D'accord. Là, on va alors parler de la transmission du virus et des idées reçues. Quels sont les modes de transmission réels du VIH et lesquels sont surestimés par la population? Bon, la transmission directe du VIH, il faut comprendre que le VIH, c'est un virus qui se transmet généralement par les contacts sanguins. D'accord? Ça peut être un rapport sexuel non protégé, que le rapport soit oral, que le rapport soit anal, que le rapport soit vaginal. Ça peut être une transfusion sanguine. Ça peut être généralement de la mère à l'enfant, vu qu'il y a l'échange de sang via le placenta. Et maintenant, vraiment, en ce qui concerne la mystification, le VIH se transmet par les moustiques, ça ne se transmet pas la salive et encore moins par les contacts sociaux. Ça veut dire, je peux saluer un ami, s'il a le VIH, je ne risque pas de contracter la maladie d'une légère. Ni par la salive aussi. Ni par la salive. Donc, les gens peuvent nous pleurer de ces sans crainte. Effectivement. Quelle est la probabilité réelle de transmission lors d'un rapport non protégé? C'est-à-dire, est-ce que quand on fait un rapport non protégé avec un porteur du VIH, c'est certain qu'on va avoir le virus, qu'on va aussi être porteur? Non, ce n'est pas certain. Effectivement, on peut avoir des rapports non protégés, même avec un porteur du VIH. Si sa charge virale généralement est stable, c'est-à-dire généralement on dit non détectable, ou stable ou non détectable, généralement tu ne risques pas de contracter la maladie. Même deux personnes vivant avec le VIH peuvent avoir un enfant qui naîtra naturellement sain. Si chez les deux, la charge est indétectable. Et qu'est-ce qu'il faut pour que la charge soit indétectable? Pour la charge soit indétectable, il faudrait que le patient soit déclaré déjà comme patient vivant avec le VIH-Sida et qu'il suive un traitement. Car le but généralement du traitement de ces antirétroviraux, ces médicaments-là, ont pour but de réduire la charge virale et donc de combattre le virus, du moins, c'est pas de tuer le virus à proprement parler, mais plutôt de réduire la charge virale jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus nuire au système immunitaire. En soi, quelqu'un qui suit bien ces traitements antirétroviraux peut vivre comme une personne normale, faire les enfants comme une personne normale, avoir des rapports sexuels comme une personne. Effectivement, et c'est quelque chose qu'il faudrait que tout le monde puisse comprendre. Pour éviter au maximum les stéréotypes. Et quand on est un professionnel de santé, oui. Je suppose qu'être professionnel de santé ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir le sida. Oui. Qu'est-ce que, en tant que professionnel de santé, vous prenez comme mesure? Peut-être que l'individu lambda ne prend pas en ce qui concerne le fait de se prémunir du VIH. Ok. Donc, comme on disait tantôt, généralement, le VIH, c'est un virus qui se transmet généralement par les contacts sanguins. D'accord. Donc, le mieux, généralement, c'est ça serait éviter les accidents d'exposition au sang. D'accord. Il faut se vêtir ou se munir du matériel minimum pour éviter d'être en contact avec le sang d'un patient qui est infecté. On va forcément parler de protection des rapports sexuels parce que ça, c'est déjà de la sensibilisation. Quand on dit professionnel de la santé, ça veut dire que nous sommes au travail et par exemple, je reçois un patient qui a le VIH
ou je reçois un patient qui pourrait avoir le VIH, qu'est-ce que je fais pour me prémunir de la contamination? Je me protège les mains lors du prélèvement que je vais lui faire, je me protège les yeux, je me protège le visage avec des gants, des masques, etc. Pour éviter juste d'être en contact avec le sang du patient. Parce que justement, si on n'est pas en contact avec le sang, du moins si le sang du patient n'est pas en contact avec le nôtre, il n'y a pas de risque qu'on contracte la maladie à proprement parler. On va alors parler du traitement. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le VIH est devenu une maladie chronique gérable? Oui, on peut dire que c'est devenu une maladie. J'aime beaucoup le terme, c'est devenu une maladie chronique gérable. Oui, là, c'est une maladie chronique, vu que de toute façon, elle te suivra toute la vie, une fois que du moins le virus te suivra toute la vie, une fois que tu l'as contracté. Maintenant, tu pourrais ne pas faire la maladie, justement, parce que c'est quelque chose qui est traitable de nos jours. Effectivement, les médicaments mis en place, à savoir les antirétroviraux, permettent de maintenir la charge virale à un seuil de stabilité qui permet non seulement le bien-être du malade, mais aussi d'éviter la transmission du virus d'un patient vers un autre, ou du moins d'un individu vers un autre, dans le cas où il sera en contact, que ce soit un contact d'accident d'exposition au sang, ou un contact lié directement au rapport sexuel. Comment fonctionnent les antirétroviraux? Bon, une très bonne question. Les antirétroviraux, de leur nom, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de virus déjà. Il y a les virus qui ont leur propre matériel génétique, et il y a les virus qui doivent mimer notre matériel génétique, à savoir l'ADN, pour pouvoir généralement agir. Donc nous sommes à ADN, le VIH est à ARN. Donc il a besoin d'une enzyme qu'on appelle la rétrotranscriptase pour pouvoir fabriquer un ADN et donc entrer dans nos cellules, ou du moins dans notre noyau. Et les antirétroviraux vont donc empêcher justement toutes les étapes de la multiplication virale, depuis l'entrée du virus dans la cellule jusqu'à la maturation des virions, c'est-à-dire les nouveaux virus, en passant par la rétrotranscription dont je viens de te parler. Donc, il y en a plusieurs. Il y a certains qui vont empêcher le virus d'entrer dans la cellule. Il y a certains qui vont empêcher le virus de se transcrire en ADN, qui est notre matériel génétique. Il y a certains qui vont empêcher la maturation des protéines virales, qu'on appelle généralement les virions. Il y a certains qui vont empêcher l'assemblage. Donc, à toutes ces étapes-là, il y aura des antirétroviraux qui sont des classes de médicaments particulières dont on va pas forcément parler ici, sauf si besoin, mais je ne pense pas que c'est pas nécessaire, c'est pas... Ce serait tout un développement, un cours à part entière. Et aujourd'hui, ils sont disponibles, accessibles au Cameroun. Normalement, oui. Gratuit pour tout le monde. Normalement, oui. Normalement, parce que je suis la précision du normalement. Oui. Mais pourquoi tu précises bien normalement? Je veux préciser normalement parce que compte tenu généralement de notre plateau technique, il n'est pas impossible, on ne dit pas que c'est quelque chose de régulier, mais compte tenu de notre plateau technique, il n'est pas impossible que nous soyons souvent en rupture de stock ou d'un certain centre puisse manquer de médicaments. Mais ce qui devrait être fait normalement, c'est que le médicament soit disponible et qu'il soit disponible gratuitement pour toute personne vivant avec le VIH. Et comme nous sommes au Cameroun et que je sais que les gens se vendent derrière, est-ce que ça n'arrive pas que les gens vendent des antirétroviraux? Bon, en réalité, je ne dis pas que c'est impossible, mais de mon expérience, vu que je ne travaille pas vraiment dans ce secteur-là, je n'ai pas d'informations relatives à ça. Je ne travaille pas vraiment avec ce genre de médicaments-là. Je n'ai pas d'informations relatives propres à ça. Ok. Et où est-ce qu'on peut se procurer des antirétroviraux? Généralement, c'est dans les centres réglementaires propres à la prise en charge du VIH. C'est-à-dire que le programme national de la lutte contre le VIH/SIDA a des centres de prise en charge où les patients sont censés se référer lorsqu'ils ont besoin de leur traitement. Donc, ce n'est pas en pharmacie. Ce n'est pas en pharmacie en général. Certains hôpitaux, mais pas tous les hôpitaux. Il faudrait que l'hôpital généralement soit agréé par le programme, soit suivi par le programme. Et est-ce que ces médicaments ont des effets secondaires lors du traitement? L'avantage avec les antirétroviraux par rapport aux antiviraux en général dont on va pas parler, c'est que les antirétroviraux sont assez bien tolérés. Parce que fondamentalement, les antirétroviraux ont cette particularité-là de s'attaquer uniquement à la machinerie cellulaire du virus. C'est-à-dire ça a cette particularité de cibler principalement la cellule virale et pas nos cellules.
Parce que le principal risque généralement avec les médicaments anti-infectieux comme les antibiotiques ou les antiviraux, c'est la toxicité cellulaire, donc la toxicité pour nos cellules. Mais les antirétroviraux ont cette particularité-là de ne pas attaquer la machinerie cellulaire humaine et de se concentrer majoritairement sur la machinerie cellulaire virale. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effets secondaires. Il y en a parce que effectivement, il y a une certaine partie du médicament qui pourra attaquer nos cellules, mais généralement, c'est assez stable. De nos jours, on peut dire que les antirétroviraux sont plus ou moins bien tolérés par les patients. Où en est-on avec le vaccin contre le VIH? On peut espérer, c'est réaliste ou bien? Bon, je sais pas s'il faut dire que c'est réaliste ou pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème avec le VIH, je pense, dans la mise en place d'un vaccin adéquat pour ce virus-là, c'est qu'il est extrêmement mutagène. Et le fait qu'il soit extrêmement mutagène fait en sorte que c'est un virus qui a, un matériel génétique plutôt instable. D'accord, son matériel génétique est plutôt instable, ce qui fait en sorte, comme je l'ai dit, il peut entrer A, il sort B, après il sort C, D, E, etc. Ce qui fait que si on trouvait effectivement un vaccin ou A, qu'en est-il du moment où il sera devenu B? Ça marcherait comment? Je pense que c'est cette difficulté-là que rencontrent les chercheurs dans le développement d'un vaccin. Je pense que c'est la principale difficulté que les chercheurs rencontrent comme difficulté dans le développement d'un vaccin propre à la prise en charge de ce virus-là. Et à ta connaissance, a-t-on déjà guéri quelqu'un du VIH dans le monde? À ta connaissance? Donc, j'ai eu des échos comme quoi à Londres et en Allemagne, des patients, je lis assez quand même, j'ai eu des échos comme quoi à Londres et en Allemagne, des patients auraient guéri de la maladie. Mais bon, je peux pas, c'est pas quelque chose que je pourrais généraliser ou dire aujourd'hui ou c'est pas quelque chose dont je pourrais affirmer aujourd'hui que, bon, ça va, on a trouvé la solution pour le VIH, c'est possible d'en guérir et tout. Non. Il faudrait qu'il y ait des chiffres un peu plus concluants, un peu plus significatifs pour qu'on puisse dire, affirmer que, effectivement, on peut guérir du VIH parce que ça fait plusieurs années quand même que le virus, on a vu des maladies, des germes naître après celui-là dont on a pu trouver des traitements, dont on a pu trouver des vaccins. Pourtant, lui, là, depuis, ça reste un peu compliqué. Après, il y a aussi le fait, j'aime bien le dire, les antirétroviraux représentent une bonne partie du marché des industries pharmaceutiques. C'est une hypothèse. Mais si effectivement les antirétroviraux ramènent autant d'argent à l'industrie pharmaceutique, trouver le vaccin n'est-il pas faire mourir le business, etc. C'est une chose qu'on peut se demander vu l'ancienneté du virus. Mais comme je l'expliquais, il y a aussi vraiment ce petit côté mutagène là qui rend vraiment la mise au point d'un vaccin complexe. Tout à l'heure, tu as dit que le problème à l'élaboration d'un vaccin contre le VIH, c'est sa propriété mutagène. Oui. Bon, on sait que le vaccin, lui, il est préventif. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui cause l'impossibilité d'un traitement curatif? C'est toujours la propriété mutagène du VIH. Bon, déjà, il y a ça. Il y a le fait que la mutation peut créer une indifférence, de façon en sorte qu'il faudra créer un nouveau traitement curatif chaque jour. Et de plus, normalement, le VIH, normalement, tel qu'il est dans nos cellules, lorsqu'il n'est pas sous l'effet des antirétroviraux, il se cache vraiment dans des réservoirs cellulaires, à un état dormant, qui est inaccessible à ces antirétroviraux-là. Et lorsque le traitement s'arrête ou qu'il est interrompu, le VIH ressort de ces réservoirs-là et recommence à détruire la machinerie cellulaire. Or, lorsqu'il est dans ces réservoirs-là, cet état de sommeil-là, normalement, les antirétroviraux, tels qu'on les connaît, ne peuvent pas atteindre le virus. C'est ça la limite des antirétroviraux. Et pour le moment, il n'y a pas de traitement curatif à proprement parler. Et est-ce que tu crois à la possibilité d'un traitement curatif au vu des propriétés du VIH que tu as associé? Principalement à cause de l'effet mutagène, non. C'est compliqué. Et puisque le traitement tel qu'on l'a aujourd'hui n'agit même pas pour tuer le virus, mais plutôt pour empêcher sa multiplication. C'est-à-dire les antirétroviraux ne sont pas là pour tuer le virus, mais plutôt pour l'empêcher de se multiplier. Parce que effectivement, la multiplication reste la même si le génome ne fait que muter. Ok. Là, on va parler du dépistage, de l'enjeu central que le dépistage. Pourquoi, à ton avis, chez nous, le taux de dépistage est encore si faible? Je pense que c'est aussi faible chez nous parce que le dépistage aujourd'hui chez nous est encore considéré un peu comme un sujet tabou.
porter le VIH, c'est quelque chose qui est assez honteux. Les gens ont peur de dire que, bon, voilà, si c'est positif, après, je fais comment? Je annonce aux autres comment que j'ai le VIH, on va me voir comment. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi l'inconscience. Beaucoup se disent que, est-ce que l'homme noir a les choses là? Est-ce que l'on peut attraper ça? Chez nous, on ne tombe pas malade. Moi, depuis que je suis petit, je n'ai jamais eu, même la chose de piste, je n'ai jamais eu, vous me parler du VIH en fonction de quoi. C'est-à-dire, il y a toutes ces petites choses-là. Il y a cette inconscience-là, mais aussi les stigmatisations. Donc, chez nous, on n'est pas assez cultivé, on n'est pas assez ouvert d'esprit pour accepter que non seulement le dépistage, c'est quelque chose de normal, mais aussi que le VIH-Sida, c'est une réalité qu'il faut accepter. Ok, je vais parler comme un profane. Si aujourd'hui, les gens arrivent à vivre étant porteurs du VIH, même sans le savoir, comme les gens n'aiment pas faire le test. S'ils arrivent à vivre avec aujourd'hui, certaines personnes arrivent à vivre avec, avoir des rapports sexuels, fonder même des familles jusqu'à mourir. Est-ce que c'est un peu normal que les gens se disent que bon, à quoi bon aller se faire dépister? Si aujourd'hui les gens arrivent à vivre étant inconsciemment porteurs du virus, oui, au point de mener un train de vie quotidien normal, quoi. Oui. Fonder une famille même, avoir des relations sexuelles, avoir des enfants, sans être jamais dépisté. Est-ce que c'est pas un peu normal que le profane se dise qu'il ne fait pas, il n'a pas besoin de faire le test? Et tant qu'il ne sait pas, il n'est pas malade. C'est légitime, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal dans le sens où toi, tu te dis que tu ne portes pas la maladie, n'est-ce pas? Tu pourrais la transmettre à quelqu'un d'autre de manière inconsciente. Ça va être un avantage pour toi de te dire que tu vas bien, mais pour autrui, ça reste un danger. Pour tes potentiels enfants, ça reste un danger. Et pour toi-même, qui n'en sais rien, ça peut te prendre à 60 ans, ça peut te prendre à 40 ans, à 45 ans. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est généralement les premiers signes, la phase SIDA, proprement parler, peut se déclarer après 5 ou 10 ans. Et lorsque ça arrive, qu'est-ce que tu fais? Lorsque ça arrive, forcément, c'est un peu plus grave. La prise en charge devient un peu plus compliquée. Et là, normalement, c'est toi le premier perdant. Je vois donc. Il faut pas aussi être égoïste. Il faut penser aux autres. Imagine, par exemple, tu vas à l'hôpital. On dit que le don de sang. Le don de sang, c'est une bonne chose. On encourage tout le monde à donner le sang. Moi-même, je donne souvent du sang. Au moins une fois par an, je donne du sang. S'il faut le faire et que toi, tu es porteur de ton VIH et que tu peux donner un sang infecté, c'est vrai, l'avantage, c'est qu'il est généralement testé avant d'être administré au malade, mais d'un point de vue éthique, d'un point de vue vraiment social et moral, c'est quelque chose d'assez morose, d'assez indélicat. J'ai eu à entendre dire que si on a un rapport sexuel non protégé avec une personne porteuse du VIH, si la femme est bien lubrifiée, il n'y a pas de risque de transmission, ou du moins le risque de transmission est faible. Oui, c'est mieux de dire, étant scientifique, pas qu'il n'y a pas de, que le risque est faible. C'est mieux de dire que le risque est faible. Effectivement, c'est réel, simplement parce que si la femme est suffisamment mouillée ou lubrifiée, il y a moins de frottement. Que ce soit le physicien, s'il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de blessure. S'il n'y a pas de blessure, il n'y a pas forcément d'échange de sang. À ce niveau-là, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Mais comme on le dit depuis le début, ça réduit le risque, mais ça ne l'annule pas. Le risque est bien réel. Ce n'est pas pour aux gens d'aller utiliser. Effectivement. Comment se passe concrètement un test de dépistage VIH? Bon, un test de dépistage de VIH, généralement, c'est assez simple. Ça peut prendre 15, 20 à 30 minutes. C'est juste un test de sérologie. Donc, c'est-à-dire, c'est une réaction antigène, anticorps. Donc, on se relève du sang, on met en évidence on met en réaction avec le réactif et puis on observe. Et puis on observe généralement. Dans ce cas-là, le test te dit directement si tu es, au bout de quelques minutes, le test te dit effectivement si tu es séropositif, si tu es séronégatif. Est-ce qu'il y a une fréquence de rapports sexuels à partir de laquelle quelqu'un devrait vivement se montrer au dépistage? Je pense que ce n'est pas la fréquence du rapport sexuel qui a un problème. Je pense que c'est la qualité du rapport sexuel. Donc, ce n'est pas un problème de quantité à ce niveau-là, c'est un problème de qualité. Dans la mesure où je peux avoir ma femme. Supposons que je sois marié, je ne le suis pas.
Mais supposons que je sois marié, j'ai des rapports sexuels. J'ai des rapports sexuels avec ma femme chaque jour. Et je sais que bon, je suis en santé, elle aussi, elle est en santé, on se dépiste peut-être une fois par an, par précaution, on ne sait jamais, mais je suis confiance en ma femme et je sais que bon, voilà, il y a peu de chances que je tombe malade ou que je contraille le VIH. Par contre, on peut avoir genre, je sais pas, 3 rapports par semaine. Par contre, il y a un autre qui peut avoir 3 femmes, il a un rapport par mois avec les 3 femmes qu'il ne connaît pas. Donc en fait, c'est plus le caractère multipartenarial, le caractère désorganisé de la relation qui montre une certaine irresponsabilité dans ton activité sexuelle. C'est ce caractère-là qui devrait te pousser en fait à plus souvent faire le test de dépistage. Pas forcément la fréquence de l'activité sexuelle. Peut-être la fréquence, oui, mais la fréquence, si c'est avec plusieurs personnes, si c'est dans certaines conditions, est-ce que les rapports étaient protégés ou non? Est-ce que je connais toutes ces personnes? Est-ce que je connais leur bilan sérologique, etc., etc. D'accord. Et est-ce qu'il y a, je sais pas, des actions qu'il faut poser si on estime qu'on vient quelques heures après une exposition à risque, c'est-à-dire après un rapport sexuel où on s'est dit, comme je me suis pas protégé, je la connais pas, je connais pas son passé. Oui. Il y a peut-être un risque. Est-ce qu'il y a des actions que on doit poser quelques heures après un rapport sexuel comme ça? Généralement, il y a une précaution. Il y a une précaution de traitement. Il y a l'administration, c'est vrai que je ne maîtrise plus très bien, mais il y a l'administration des médicaments sur 72 heures, normalement, et puis on fait le test de dépistage. L'administration médicale. C'est-à-dire après quelques moments, c'est quelques jours après alors. Non, directement après. Directement après. Bon, je prends un exemple concret. Oui. Quelqu'un, il reçoit une dame, un soir, il reçoit une dame, disons, n'importe quoi, hein, 19h ou 20h chez lui. Puis il s'amuse bien. Et après s'être alimenté, comme on connaît comment un homme et une femme s'alimentent, il se dit, ben, je me suis pas protégé. Ou bien elle aussi, elle dit, nous ne sommes pas protégés, je connais même pas vraiment son passé sexuel. Quelles actions elle doit poser? Peut-être après qu'elle soit rentrée chez elle, qu'il est raccompagné, quelles actions chacun d'entre eux doit poser, comme il est dans le bout de l'incertitude? Ok, le truc c'est que si tu as fait le test de dépistage là, tout de suite, de toute façon, il ne sera pas positif. Genre, tout de suite, à l'instant ou le lendemain, il est possible qu'il ne soit pas directement positif. Donc, ça ne servirait à rien. Maintenant, il y a une précaution médicamenteuse, généralement. Sur 112 heures, je ne me rappelle plus très bien du médicament en général, mais il y a un médicament qu'on t'administre d'abord sur 72 heures. On observe, et puis plus tard, tu reviendras faire le test pour confirmer si effectivement tu as contracté. Okay, c'est la même chose, ça peut même ne pas être forcément, tu peux être à l'hôpital, je suis exposé au sang d'un malade. Ouais. Il y a une précaution de prise en charge, je ne la maîtrise pas très bien, mais il y a une précaution de prise en charge qui est préétablie plus. Ok, est-ce que tu as déjà eu vent de cas d'un médecin ou d'un professionnel de la santé qui s'est retrouvé infecté en essayant d'étiqueter un malade du VIH? Non, pas ma connaissance. Vous prenez quand même suffisamment de précautions pour éviter ça. Je me dis oui. Donc, parlons alors de stigmatisation et de réalité sociale. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir un patient refuser le traitement à cause de la honte? C'est-à-dire, on lui apprend qu'il est séropositif, mais il refuse d'accepter cette réalité au point où il ne cherche même pas à se faire traiter. Tu as déjà eu vent. Bon, comme je t'expliquais, vu que moi j'exerce principalement en officine, je ne suis pas vraiment en contact avec ce genre de malade-là. Mais de mon expérience ou de ce qu'on m'a raconté, de collègues ou d'aînés qui sont dans le domaine en particulier, ce que je sais, c'est que, bon, personne n'a envie de mourir. D'accord? Donc je pense, généralement, ils ne fuient pas. Ils vont peut-être fuir ils vont peut-être refuser d'accepter la réalité, mais là, au final, la réalité, elle est là. Elle est là. Ce qui va plutôt se passer, c'est le fait qu'ils auront plutôt honte d'en parler. Ils vont accepter le fait que, bon voilà, je suis séropositif. Ils se traitent. Pour certains, hein, d'autres, comme tu dis, ça peut être un peu plus complexe. Peut-être qu'ils vont refuser d'accepter cette réalité-là. Mais pour beaucoup, ils acceptent de se prendre en charge, je me dis, et d'un autre côté, c'est plutôt le regard des autres. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'est quelque chose dont ils se disent, ils ne peuvent pas parler aux gens. Et même seulement d'un point de vue logique, le bon sens, c'est ce qu'on a envie de se dire.
que si moi-même j'attrapais ça, est-ce que j'aurais le courage de dire aux autres que bon voilà, je suis séropositif, voilà, j'ai contracté le VIH/SIDA. Le regard des autres, qu'est-ce qu'ils penseraient de moi au final? Ouais, un peu. Et tout à l'heure, tu as parlé d'une maman enceinte qui peut avoir une maman porteuse du VIH qui peut accoucher un enfant qui n'est pas porteur. Dans quel cas de figure ça peut se faire? Ça peut se faire si la mère porteuse du VIH suit son traitement normalement et que sa charge virale est indétectable. Sa charge virale est indétectable lors de la grossesse, les échanges de sang qu'elle aura avec son enfant, généralement, ne seront pas porteurs du virus. Par contre, je le disais précédemment, lorsque on prend un traitement antirétroviral, généralement, le virus reste dans des canaux cellulaires et il reste sous une forme complètement inactive. C'est pour ça qu'on parle vraiment de charge indétectable. D'accord. Et lorsqu'on stoppe le traitement là, il ressort de ces canaux et il recommence donc à détruire la machinerie cellulaire des cellules portant les CDK. Ce qui fait qu'une femme enceinte qui suit son traitement normalement peut avoir une charge virale assez basse, voire même indétectable, empêchant ainsi la transmission placentaire lors des échanges sanguins avec son bébé. D'accord, intéressant. Et ça veut dire qu'on peut suivre son traitement antirétroviral et avoir une charge qui n'est pas indétectable. Oui. Oui. Basse, peut-être basse, mais détectable. Ok. Bon. Généralement, le but, c'est de rendre la charge indétectable. Mais on peut suivre un traitement et avoir une charge qui est peut-être basse, mais quand même détectable. D'accord. Mais même si à ce moment-là, elle est détectable, c'est peut-être pas ça qui va te, c'est peut-être pas ça qui va te rendre malade, tu vas te faire passer à la phase SIDA. Par contre, à partir du moment où la charge est détectable, la contagion devient possible. Et est-ce que il y a une fréquence standard de prise des antirétroviraux ou alors c'est fonction du patient? C'est-à-dire de la forme du VIH du patient. Bon, normalement, c'est une fréquence standard. On peut connaître laquelle. C'est-à-dire, voilà, je ne l'ai pas, en fait. Mais je sais que généralement, c'est une trithérapie. Donc, c'est une trithérapie avec 3 molécules, 3 cibles particulières. C'est-à-dire, comme je l'expliquais tout à l'heure, les antirétroviraux agissent généralement à plusieurs niveaux de la multiplication cellulaire. Donc, il y a une trithérapie. et c'est à vie. Mais bon, tout à l'heure, tu as parlé quand même de l'industrie, il y a toute une industrie autour du VIH. Oui. Sauf que tu as dit aussi que les antirétroviraux sont gratuits. Bon, comment il se fera alors de l'argent derrière cette maladie si les antirétroviraux sont gratuits? Tant que les antirétroviraux sont gratuits, c'est généralement, ils sont gratuits pour qui? Ils sont gratuits pour les malades. Par exemple, je pense pas qu'on les donne on les donne gratuitement ici au Cameroun. Je pense que c'est plus genre l'État subventionne. Ah, d'accord. L'État achète et c'est subventionné. Maintenant, c'est redistribué. Ah, d'accord. Gratuitement. Ok, en fait, c'est que c'est l'État qui subventionne pour que ce soit distribué gratuitement. C'est pas que les antirétroviraux sont gratuits. Bon. Ça m'étonnait un peu quand même. Un peu. Et certains disent que la circoncision est une mesure de précaution contre le VIH. Tu as déjà eu vent de ça? En vrai, non. Mais je pense que généralement, un pénis circoncis, je sais pas si on dit circoncis ou circoncisé. Bref, lorsque le pénis a subi la circoncision, il accumule généralement moins de micro-organismes. Oh. Ce n'est pas seulement pour le VIH. Lorsqu'on a fait une circoncision, on est moins sujet à contracter les infections sexuellement transmissibles. C'est pas une particularité propre au VIH. Ok. Et est-ce que tu as déjà aussi eu vent de médecins traditionnels qui diraient pouvoir être capable de soigner le VIH? Tu as déjà eu vent d'histoire de ce genre? Oui, j'ai déjà eu vent d'histoire. Bon, c'est plus quand tu dis même médecine traditionnelle, là, c'est comme s'il fallait prendre ça trop au sérieux. moi, j'ai plus eu vent des charlatanistes qui se placent là en haut et disent que bon, buvez ma potion, ça soigne le diabète, ça soigne le sida, ça soigne l'hypertension, etc. Bref, ce genre de choses-là. Moi, en tant que pharmacien, je considère, ce sont des charlatans. Et maintenant, il faut vraiment éviter ces médicaments traditionnels dans la mesure où on ne comprend pas
pourquoi et comment on doit les prendre. Le problème des médicaments traditionnels, c'est que généralement sont des multithérapies, c'est-à-dire qu'il y a tellement de molécules dedans, et c'est un véritable danger pour les foies et les reins. Parce que ça fait plusieurs molécules à métaboliser, à transformer, à éliminer. Et c'est un véritable danger. La médecine traditionnelle n'est pas foncièrement mauvaise. On doit la développer, mais à notre manière. Et tout ce qui est médical, je pense, doit avoir un aspect réglementaire. C'est quelque chose qu'il faut suivre. Si on a dit que la décoction, si l'infusion, si même la macération, si doit être destinée à soigner tel. Il faudrait qu'on puisse identifier le composé dedans ou les composés qui soignent tel, qu'on identifie la dose qui est thérapeutique et la dose qui est toxique. On essaie de séparer et de faire maintenant une présentation que le patient pourrait boire. Le problème n'est pas la médecine traditionnelle. Le problème, c'est qui la pratique au final. Ok, donc tu trouves en fait que ces gens sont des charlatans qui profitent du désespoir des gens. Parfaitement. Je vois. Bon, surtout, est-ce que tu as déjà eu à entendre une personne qui a témoigné s'être fait soigner? Parce que comme je dis, j'ai déjà eu une histoire de personnes qui disent soigner, mais j'ai pas encore suivi une histoire de quelqu'un qui dit s'être fait soigner. Je sais pas si tu as quand même Pour le VIH en bas. Pour le VIH en bas, tu dois le VIH, c'est pas du VIH. Pour le VIH en bas, j'ai entendu dans l'histoire des églises. Et on peut parler du volet. Personnellement, sur ça, je n'ai pas envie de me prononcer. De te prononcer, tu veux veux prononcer parce que la foi des gens. Non, pas forcément, j'ai pas envie d'attaquer la foi des gens, mais là, je pense qu'on est dans une discussion assez scientifique. Et il ne faudrait pas mettre il faut pas faire intervenir la spiritualité dedans. Parce que les deux, généralement, en principe, ne font pas nécessairement bon ménage. Donc, d'accord, on va donc se fier à ta volonté. Est-ce que le sport peut aider à baisser la charge virale? Le sport, l'activité physique. Est-ce qu'elle peut aider à baisser la charge virale si on est déjà porteur, si on est déjà porteur, est-ce que pratiquer du sport, ça peut aider à baisser la charge virale? Je ne vois pas comment, mais ce qui est certain, c'est qu'on a expliqué tout à l'heure que la finalité, c'est qui tue, c'est pas le VIH, c'est les maladies opportunistes. Je pense que pratiquer une activité physique régulière réduit la probabilité de contracter ces maladies-là. Donc, ce n'est pas le sport en lui-même qui va réduire la charge virale, mais peu importe la maladie, généralement, que tu as, que c'est une maladie métabolique, particulièrement avec les maladies métaboliques, faire de l'activité physique régulière permet généralement ça agit un peu comme un adjuvant avec le traitement que tu suis déjà. Et quand on parlait de maladie opportuniste, tu as parlé de la tuberculose. Il y a une autre qu'on connaît qui est récurrente. Bon, la tuberculose, généralement, on va dire que c'est la plus récurrente. Il y en a plein d'autres. Généralement, ça peut être d'autres infections bactériennes, mais la tuberculose, c'est assez récurrent. C'est vrai qu'il y a aussi la toxoplasmose. Enfin, il y en a plusieurs, mais la tuberculose, c'est la maladie opportuniste particulièrement récurrente de la plus connue. Et une personne qui vient d'apprendre sa séropositivité et qui est sous le choc, est-ce que tu as des conseils que tu pourrais lui donner? Une personne qui vient d'apprendre la séropositivité et qui est sous le choc. Bon, il faut dire, la douleur, il va forcément ressentir de la douleur. La douleur, c'est quelque chose d'également émotionnel. Et à ce niveau-là, lui seul sait pertinemment ce qu'il ressent. Mais s'il faut être objectif, il faudrait pouvoir lui dire que ce n'est pas une fatalité. Il faudrait pouvoir lui expliquer comme au XXIe siècle, qu'il y a des gens qui vivent avec le virus. Il y a des gens qui vivent avec le virus, qui arrivent à fonder une famille, qui arrivent à se marier, à avoir des enfants, à faire du sport. Bref, à vivre la vie qu'ils souhaiteraient avoir, tout en respectant le traitement et les mesures hygiéno-diététiques qui iraient avec. Toujours dans le même sens, comment l'entourage te fait réagir? En apprenant la séropositivité d'un proche ou même d'un inconnu, la principale caractéristique que on devrait avoir généralement, c'est d'éviter le jugement. Le jugement, parce que c'est la plus grande crainte généralement, que ce soit des patients ou de ceux qui pourraient avoir. Beaucoup ne se font pas dépister parce que si c'est positif, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va me dire? Et ceux qui se font dépister, c'est positif, on peut le dire à leur famille ou à leurs proches. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? On va me juger, on va dire que j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou que je suis différent dorénavant. C'est-à-dire que cette mise à l'écart là, que les gens feront vis-à-vis de toi. Donc la principale consigne ou recommandation que je pourrais donner à ceux ayant un proche
ou même peut-être pas un proche, une autre personne de l'entourage atteint du virus, ce serait d'éviter tout comportement qui pourrait avoir trait à un jugement. D'accord. Là, on va s'acheminer vers la fin de cet échange très intéressant. S'il y a une ou plusieurs choses que tu aimerais que les gens retiennent et comprennent au sortir de cet échange concernant la pathologie, c'est une pathologie. Peut-être dit pathologie C'est un problème de santé publique. Un problème de santé. Concernant donc le VIH, ce serait quoi? Une ou plusieurs choses à retenir, à comprendre dans la foulée comme ça? Ce qu'il faudrait retenir et comprendre, c'est que, bon, premièrement, le combat de la santé publique se fait en deux volets. Le dépistage et la prise en charge. Ça laisse déjà comprendre qu'il faut pas avoir peur de se faire dépister et que même si on est dépisté, il existe un traitement efficace, un traitement qui permet aujourd'hui d'avoir une vie saine. C'est-à-dire que tu peux être un patient vivant le VIH et tu vis une vie comme les autres, moins relativement comme les autres, sans souci. Il existe des maladies bien plus graves, des maladies infectieuses bien plus graves. Par exemple, s'il fallait comparer avec l'hépatite B, on n'aurait même pas matché. Il aurait vraiment L'hépatite B, vraiment, non, l'hépatite B est beaucoup plus grave. L'hépatite B est vraiment beaucoup plus grave et c'est sans concurrence. Vraiment sans concurrence. Donc vraiment, il faudrait qu'ils comprennent que le dépistage et la prise en charge sont là, que la vie continue après. Le traitement aujourd'hui, la maladie, le virus existe depuis des années, la maladie également. Le traitement est déjà établi, il est efficace et assez bien toléré par les malades. Et à ceux, parce que vraiment pour ceux qui pourraient avoir, ou pour ceux qui vivent avec, et à ceux qui n'ont pas, c'est vraiment d'éviter le jugement et aussi de se faire dépister, notamment si on a une activité sexuelle régulière, multipartenariale et non organisée. D'accord. Et est-ce que tu as un conseil en particulier pour les jeunes comme toi et moi qui nous écoutent? Je dirais que relativement sont les mêmes, mais pour nous les jeunes en particulier, nous qui avons encore le sang chaud là, s'il faut dire ça comme ça, c'est vraiment de faire un peu plus attention. Mais je pense que les jeunes devraient être un peu plus disciplinés. Comme je le disais tout à l'heure, les 35 000 nouveaux cas qui auraient été dépistés là, en réalité, vu la peur du dépistage, vu l'appréhension du dépistage, surtout même par la jeunesse, montre que si les jeunes sont les plus nombreux dans les 35 000 et que ces jeunes-là sont encore ceux qui ont généralement le plus peur, ou du moins qui évitent le dépistage, ça veut dire que les 35 000, ça peut pas être le chiffre réel. Forcément, ça excède. Et si ça excède, c'est un problème. C'est un problème dans le sens où les nouveaux cas sont en train d'augmenter. Et de deux, ces nouveaux cas sont en train d'augmenter. Et on ne connaît même pas tous ceux qui ont contracté le virus ou qui portent le virus. Parce que ça, c'est un danger pour eux et également pour leur entourage. Parce que quand tu as le virus, et que tu ne le sais pas, ça veut dire que tu as un créateur de nouveaux cas. C'est vrai. On est d'accord. Tu as le virus, toi tu ne le sais pas, ça veut dire que tu es un créateur de nouveaux cas. Ça veut dire que le dépistage même empêche également Que tu parles. la découverte, c'est-à-dire que ça empêche la découverte de nouveaux cas à l'avenir. Plus vous êtes dépisté, moins vous vous mettrez à transmettre le virus de manière inconsciente. Je vois. Et tu demandes aux jeunes d'être disciplinés. De manière concrète, ce serait quoi pour parce que dire être discipliné, ça peut paraître vague. Bon, quand on dit être discipliné, c'est on va encourager une relation monopartenariale. Ceux qui ne Tu dis aux gars qu'ils doivent pas avoir plusieurs groupes. Là, je suis un professionnel de la santé. On a envie de parler vraiment d'un point de vue objectif. Il ne faut pas avoir plusieurs petits amis d'un point de vue, vraiment d'un point de vue sanitaire. C'est pas propre. D'accord? Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas, au moins, protégez-vous. Au moins, protégez. Je suis en train d'encourager l'infidélité, là. Non, je n'encourage pas l'infidélité. Nous sommes tous des adultes. Et je pense que chacun est libre de faire ce qui est bien et de faire ce qui est mauvais. Nous sommes des adultes. Et chacun sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. D'accord? Maintenant, ce qui devrait être fait, c'est que chacun devra avoir normalement un partenaire.
un partenaire avec qui il aurait une activité sexuelle régulière ou pas, ça évite la possibilité de contracter. Pourquoi ne même pas proposer l'abstinence? Ou bien tu n'y crois même pas? L'abstinence, vraiment, je trouve que c'est assez... On n'est pas non plus, c'est surréaliste. Je pense que on n'est pas au 21e siècle. On n'est pas le carton, car voilà. Au 21e siècle, je pense sincèrement que l'abstinence, même pour les jeunes, ça reste quelque chose d'assez surréaliste. Mais par contre, les relations sexuelles désordonnées, ça c'est quelque chose, c'est un manque de discipline. C'est vraiment un manque de discipline et il faudrait que les jeunes comprennent que, parce que nous-mêmes, ce que je dis les jeunes, il faudrait qu'on comprenne que nous-mêmes nous sommes dedans. Il faudrait que nous comprenions que c'est quelque chose qui n'est pas bien, ni pour nous, ni pour les autres. Ni pour nous, ni pour les autres. Et ceux qui ne peuvent, malgré tout, pas être disciplinés à avoir un seul partenaire, vraiment, qu'ils essaient au moins de se protéger. Donc, avoir le moins de partenaires possible, se protéger. Oui, parce que dans ce genre de maladie-là, si tu ne te protèges pas toi-même, tu fais du mal aux autres. Même inconsciemment, tu peux faire du mal aux autres. C'est-à-dire, comme on disait, on peut vivre le virus 5 à 10 ans sans le savoir. Ça veut dire que tu peux porter ton virus là, tu le transmets à quelqu'un, pas parce que tu es méchant, mais juste parce que tu es inconscient, tu as une activité sexuelle régulière avec 10 partenaires à la fois et tu ne prends pas la peine de te dépister. Ça veut dire que tu n'es même pas conscient du fait que tu portes de la maladie. Ça veut dire que tu es un transmetteur en série. Tu es un partageur de VIH en série. Et tu n'en es même pas conscient. Tu n'en es pas conscient. C'est ce que tu fais aussi grave que de tuer les gens. Effectivement. Est-ce que toi, tu fais un lien entre la pauvreté en Afrique et le VIH? La pauvreté en Afrique et le VIH. Est-ce que pour toi, il y a un lien? Moi, je fais 2 liens. Le premier lien, moi, je pense que c'est vraiment dû au fait de l'approvisionnement de ces moyens de soins-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les moyens, ou assez d'infrastructures. Les zones rurales ne sont pas aussi organisées que les zones urbaines. La mère qui vit au village pour avoir son VIH n'a pas les moyens d'arriver en ville, se soigner, etc. Ou même l'information, la désinformation. Oui. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que la pauvreté entraîne le sédentarisme, la sédentarité, s'il faut dire ça comme ça là. C'est-à-dire qu'on dit souvent que le pauvre n'a rien à faire, à part faire les enfants, à part s'alimenter. Oui, un homme qui est occupé ne peut pas avoir une activité sexuelle toute la journée, ou même dire tous les jours, peut-être parce qu'il est fatigué. Or, celui qui peut-être n'a pas forcément les moyens, peut-être chaque soir, avec sa petite femme, ou avec ses multiples femmes, ou avec les voisines, ou avec les amis, etc. C'est de tous les côtés. Oui, vu qu'il n'a que ça à faire, ça pourrait aussi généralement augmenter. Puisque de toute façon, plus de rapports sexuels augmente le risque de contracter le germe. Ok, c'est que ça la phase de lien que tu fais avec la pauvreté. Pour toi, comment est-ce que quelqu'un qui nous écoute là, et qui n'est pas un professionnel de la santé pourrait aider à son niveau à lutter contre l'avancée de la maladie? En se dépistant, une fois par an. Pour toi, c'est la meilleure action. Moi, c'est la meilleure action qu'il pourrait faire en se dépistant et à encourager au moins un proche, si ce n'est tous ses proches, si ce ne sont tous ses proches, à se dépister au moins une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Sinon, pas une activité sexuelle trop régulière. Ok. Donc, si on avait l'habitude de se faire dépister, c'est que c'est un virus qu'on contrôlerait beaucoup mieux. Beaucoup mieux, effectivement. D'accord. Merci à toi de nous avoir suivis jusqu'ici. Nous sommes sur Joson d'abord. On discutait avec le docteur Elon César de VIH-Sida suite à la forte actualité des 35 000 nouveaux cas dépistés au Cameroun. J'espère que cet échange t'a beaucoup appris. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris sur le VIH. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Donc, je ressors instruit. Il nous a partagé beaucoup de conseils, beaucoup de consignes, des attitudes que nous devons adopter pour avoir une société qui se porte mieux vis-à-vis de ce virus. Donc, comme je disais, nous sommes sur Joson d'abord. Ici, nous Joson de mindset, d'africanité, de société et bien d'autres. Donc, si tu aimes ce genre de sujet, si tu aimes des podcasts comme celui-ci, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir plus de contenu. N'hésite pas à activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que nous allons charger ou bien mettre en ligne du nouveau contenu. J'espère que le docteur César a apprécié l'échange. Je ne sais pas s'il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose, qu'on n'a pas posée.
Non, non, pas particulièrement pour la question de Rémi qu'on me pose. Bien sûr, j'ai beaucoup aimé l'échange et comme je le disais dernièrement, c'était un plaisir. C'est un plaisir aujourd'hui. Je pense que ça sera un plaisir la prochaine fois si je suis contacté. Si tu te souviens quand on lançait le concept, tu étais le premier qu'on a invité. Oui, oui, bien sûr. Oui, aujourd'hui, comme on a quand même fait l'effort d'avoir un studio mieux équipé, on s'est dit qu'on devait encore. Ah, ok. Et c'est vraiment, le constat, vraiment, c'est très bien. Ça montre aussi que les choses, elles évoluent. Et c'est plaisant autant pour moi que pour vous et pour l'audience, je l'espère. C'est pour ça que tu peux remarquer que j'étais quand même beaucoup mis la question. Oui, j'aime. Parce que je tenais à ce que ce soit avec toi qu'on commence. D'accord. Comme tu es celui avec qui on a commencé et qu'on a un peu essayé de laisser la qualité, on s'est dit, recommençons, on prend les mêmes et on recommence comme un souvent. Donc, merci de nous avoir honoré de ta présence. T'inquiète pas, la santé, c'est d'abord un sujet extrêmement vaste. Il y a tellement d'idées qui me viennent à l'esprit en ce qui concerne la santé. Et puis, la santé, c'est le sujet qui concerne tout le monde, en fait. Quand on parle de maladie, quand on parle de médicaments, de traitements, tout le monde se sent concerné. Donc, c'est un volet très important. Je pense pas qu'on peut que c'est une plateforme où il faut parler de sujets pour aider les gens, on ne parle pas de santé. Donc, ne t'inquiète pas, on aura besoin de toi très souvent. D'accord. Je compte sur toi. Je sais que si tu es disponible, tu répondras présent. Je te dis merci pour ça. S'il y a un dernier truc que tu aimerais dire pour ceux qui nous suivent, faites-vous dépister. Faites-vous dépister. Ok, donc, sur ce mot, on se dit à la prochaine.